Ils sont toujours là, nos chers invités aux Russes, Donkovi, activiste panafricain. Il y a également Germain Poli, directeur de publication de Togo Réveil. Et puis Luis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. On va maintenant parler du Cameroun. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale économique causent d'énormes dégâts. Les populations de la cité se réveillent les pieds dans l'eau dans la plupart des quartiers. Il est impossible de rallier certaines localités des zones dites villages dans le 3e arrondissement. On parle de Douala, la capitale du Kamako du Cameroun. Oui, Douala, la capitale économique du Cameroun avec une densité très importante qui malheureusement a toujours ce genre de problème. Ça date depuis 2017 où quand il pleut, les populations sont obligées de nager. Et on voit des ateliers ou bien en fait des entreprises en fait totalement submergées. Donc c'est la situation depuis des années. Donc vous voyez que les fonctionnaires ou bien les travailleurs avant d'aller au boulot sont obligés d'être transportés à dos d'hommes. Ils sont souvent portés à califourchon par des jeunes qui leur servent de muants, à qui en fait ils donnent quelques sommes en retour. Donc c'est la situation qui prévaut dans cette capitale économique depuis des années, mais malheureusement les autorités ne réagissent pas. Donc je crois et que on voit tout ce que c'est l'un des problèmes en fait majeurs pour nos capitales africaines. Il n'y a pas tellement un plan qui régit dans la construction des bâtiments. Tout le monde se lève et puis il construit de n'importe quoi. Malheureusement, on a des autorités locales, mais qui aussi ne réagissent pas quand il s'agit, parce que là-bas au Cameroun, ce qu'il y a, c'est que Douala, c'est une zone marécageuse. Et donc, les autorités camerounaises auraient besoin de prendre les dispositions pour peut-être prévenir les populations. Mais cela n'a jamais été le cas. Et donc, le calvaire, ça continue pour ces populations parce que la saison pluvieuse ne vient que de démarrer là-bas au Cameroun. Germain Pouli, comme lui l'a dit, comme d'autres capitales africaines d'ailleurs, on a vu tout récemment pour Niamey au Niger et presque toutes les villes du Niger, il y a inondation. Et ce qui est écœurant, c'est que c'est répétitif. Ben, on n'arrive pas à apporter des solutions. Douala souffre énormément, comme l'a dit Louis Kamako. Oui, mais je pense que le problème est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'il y a des pluies un peu anormales. Il pleut peu de temps, mais la quantité d'eau qui a déversé est extraordinaire. Et plusieurs pays ne s'en sortent pas. Il ne s'agit pas des pays africains. Vous savez, il y a pas 2 semaines, il y a une ville chinoise qui a connu des inondations pas possibles. Il y a la Belgique, il y a l'Allemagne et tout ça, donc avec des morts, beaucoup plus même qu'en Afrique. Donc c'est un problème général de changement climatique. Mais après, les autres pays, c'est vrai que ces dernières semaines en Occident, il y a eu beaucoup plus de dégâts qu'en Afrique. Mais globalement, c'est en Afrique qu'on connaît les difficultés par rapport aux inondations. Parce que sur le plan déjà des infrastructures, les États n'ont pas mis les moyens pour faciliter la circulation de l'eau. Ce qui fait que, quand il pleut, c'est difficile dans les quartiers, dans nos pays où il n'y a pas eu ces dispositions qui ont été prises. Donc ça, pour nous, Africains, on ne peut que déjà accuser les dirigeants qui comme d'habitude font pas ce travail-là. Mais après aussi accuser les populations qui, quelquefois, quand il y a des infrastructures comme des caniveaux et tout ça, on les charge, on les bouche et l'eau est obligée de passer par quelque part. Et donc là aussi, les populations sont un peu responsables. Mais on souhaite que les dirigeants fassent l'effort de mettre en place des infrastructures. Mais le problème, comme je le dis, est un peu plus important. Il faut trouver des solutions mondiales au problème d'inondation. C'est vrai, même à Accra, ici à Abidjan, on a connu des inondations avec assez de morts ces dernières années. Il faut qu'on cherche une solution mondiale parce que ce qui nous arrive ici est souvent par la faute des pays occidentaux.
C'est vrai, on parle des saletés dans les caniveaux, mais ça, c'est des petits problèmes par rapport à la pollution. Hein, que des pays comme la Chine, des pays comme les États-Unis, des pays comme l'Inde et certains pays européens créent une situation qui, d'après les scientifiques aujourd'hui, sont à la base de tout ce à quoi on assiste et surtout des catastrophes naturelles, parmi lesquelles les inondations. Il y a eu la COP21 à Paris, des décisions ont été prises. Il était prévu que ceux qui polluent plus la Terre mobilisent 1 million de dollars, 1 million, non un peu plus, 1 milliard de dollars pour soutenir un peu l'Afrique. Et cela a été fait. Ça n'a jamais été fait, même pas un seul rond on a été fait. Il faut encourager aussi les activités qui ne détruisent pas la nature. Et là encore, rien n'est fait. Et nous, dans nos pays aussi, on est en train d'arriver à une exploitation abusive de certaines ressources qui vont amener à créer aussi d'autres problèmes. Donc il faut une solution globale. Les pays les plus pollueurs ne veulent pas s'engager et encouragés par Donald Trump entre-temps qui était au pouvoir. Aujourd'hui, il n'est plus. Les États-Unis se réengagent à l'accord de Paris. Les Européens et d'autres essaient de trouver des solutions. Mais il faut aussi que l'Afrique pense à des solutions africaines. À partir du moment où cette solidarité internationale ne joue pas et que ce qui crée vraiment les problèmes qui nous apportent des inondations, c'est parce qu'on pollue les choses ailleurs que nous, on a ces quantités de pluie là. Il ne faut pas qu'on se trompe, c'est pas directement. Mais comme ils n'arrivent pas à régler les problèmes, dont nos autorités sont obligées de travailler, là, on va demander à tous les gouvernants de multiplier les efforts face aux catastrophes naturelles, parce que ça va aller en s'aggravant, parce que il n'y a pas de changement. L'homme n'a pas changé sa façon de vivre, sa façon de se comporter face à la nature. Et donc, il n'est pas exclu que dans les années qui arrivent, les situations deviennent de plus en plus dramatiques. L'activiste panafricain, votre activisme va également sur ce champ. Germain Pouli a parlé tout à l'heure de solutions. Vous voyez quelles solutions à apporter à l'Afrique? Pour qu'il y ait des solutions, il faut déjà partir à la base du problème. La base du problème, c'est que les États qui sont les nôtres, disons, dans les frontières actuelles, ce sont des frontières qui ne sont pas de nous. Les villes dont on parle qui subissent les inondations, il faut se remémorer les raisons pour lesquelles elles ont été créées. À la base, ce n'étaient pas des villes. La plupart de ces villes étaient des comptoirs. C'est la raison pour laquelle elles sont situées dans des zones accessibles, des zones lagunaires, parfois marécageuses, et ainsi de suite. Et il n'était pas prévu, lorsque le colon installe ces comptoirs, qui petit à petit vont devenir des bourgades, il n'était pas prévu qu'elles tiennent le nombre de populations que l'on connaît actuellement. Donc, lorsque nous récupérons ces États, nous récupérons la gestion de ces territoires, nous avons conservé et nous avons fait que le prolongement. C'est-à-dire que nous n'avons pas... la conception des zones habitées à la base ne vient pas de nous. Nous avons nous-mêmes... qu'on appelle agglomérer nos projets autour de quelque chose qui n'était pas à la base pour le but. Je ne crois pas que ceux qui ont conçu Douala, qui ont conçu, Bangui, qui ont construit Brazza, et ainsi de suite, s'imaginaient qu'il allait avoir autant de population et que le petit... le petit WAF qu'ils avaient créé donnerait cette étendue-là. Donc, au niveau de nos gouvernants, on n'a pas repensé nos villes. Est-ce qu'on les réinstalle? Est-ce qu'on déplace les capitales? Comment est-ce que l'on réorganise le territoire, l'urbanisme, ainsi de suite, l'urbanisation des territoires, comment on réorganise les populations, ainsi. Tout cela, il fallait repartir de la base. Et c'est maintenant, là où on n'arrive pas à trouver des solutions nationales. Alors, il y a des solutions qui existent, sauf que le problème avec certaines solutions, c'est qu'elles peuvent paraître impopulaires et puis, d'une certaine manière, elles vont aller à l'encontre de certaines industries. Je vais donner un exemple banal. Un exemple banal. Dans nos paradigmes, nos maisons, la manière dont nous faisons de la maison avec de la brique de terre, avec de la terre.
on nous en a détourné pour utiliser du ciment afin de pouvoir nourrir une industrie. Et après, on a fait comprendre aux nôtres que l'utilisation de briques de terre n'était pas viable, alors que beaucoup de ces maisons qui sont en terre sont parfois plus vieilles que nos maisons en ciment actuelles. Lorsque certaines personnes se sont intéressées à la terre, on leur a dit « Ah, mais vous pouvez utiliser la terre, c'est intéressant, d'accord, oui, bon, ben, il faut, malgré ça, il faut que vous ajoutiez du ciment. » Alors qu'il existe effectivement des constructions en briques de terre qui sont possibles. Et cela, par exemple, est expérimenté au Maroc. On n'en parle pas. Nos paradigmes locaux sont des paradigmes qui font que, comment dirais-je, la communauté s'unit pour construire la maison de Germain. La communauté s'unit pour construire la maison de Louis. Ça veut dire que la communauté conçoit de pouvoir s'unir pour construire des latrines. Parce qu'ils en ont le savoir, ils en ont les moyens, ils en ont l'expertise. On arrive à s'unir pour retaper la mosquée de, je sais pas, de Ndjéné ou bien une église. Donc, en fait, il y a tout cela. Le problème, c'est que lorsque l'on parle de ce genre de choses, on peut très vite rentrer dans des choses qui sont impopulaires parce que la colonisation et avant la colonisation, l'occupation de nos territoires ont très profondément touché à nos paradigmes. Si, comment dirais-je, il y avait cette réappropriation-là, on pourrait redéfinir à un moment l'organisation de nos villes, les matériaux qui sont utilisés, par exemple, pour construire, pour bâtir, pour faire un certain nombre d'infrastructures. Je vais terminer avec une réflexion. Ben, à moins que je ne me trompe, mais si vous voyez l'Institut français, vous voyez l'école Charles de Gaulle, vous voyez la résidence de l'ambassade de France, vous voyez la Villa Ségouro, vous allez à la Maison Bleue, c'est de la maison avec de la brique de terre. Vous allez à Jean-Paul, l'espace Saint-Jean, c'est de la brique de terre. Nos instituts, eux, ne le font pas. Et ce qui est le pire dans cette histoire-là, c'est que même au temps des époques où on disait qu'il y avait de la dictature, les architectes étaient beaucoup plus fins dans la construction. L'immeuble de la Boade s'inspire des châteaux Tamberma. Je ne vois pas actuellement les architectes africains, en tout cas pour ce que je vois des constructions au Togo, le faire. Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, mais on ne va pas le faire. Je sais que je grignote un peu, je vais donner un exemple. Les expériences de digesteurs menées par, comment dirais-je, j'oublie ce nom, il y a un centre au Bénin, tout ça. Mais ce centre-là reprenait toutes les expertises qu'il y a dans la réutilisation de biogaz en gaz de consommable au niveau des cuisines et tout ça. C'est possible. Il y a énormément. Cela ne s'est pas fait en Afrique. Aux États-Unis, la même expérience après pratiquement 20 ans. On cherche à la commercialiser. Donc des choses se font. Maintenant, qu'est-ce que nos États, comment ils les récupèrent? Est-ce qu'ils ont cette... Moi, je me rappelle, il y a Deng Xiaoping, on disait, c'est là où parfois ça me fait rire, parce qu'on va voir des États africains qui vont dire, ok, d'accord, on veut copier la Chine. Deng Xiaoping, c'était un dirigeant qui se levait chaque matin avec tous les rapports scientifiques du monde. Donc, alors, il faut des qu'on appelle des dirigeants, des leaders fortement engagés dans ces choses-là. Et on ne les voit pas. Quand on veut parler de Douala, c'est là où on peut doiter la gouvernance actuelle. Paul Biya, c'est 39 ans au pouvoir. Luis Camako l'a dit, ces inondations sont répétitives, on ne trouve pas de solution. Et comme vous l'avez dit, on peut tacler aussi facilement les gouvernants. Oui, on peut. Bon, vous savez, nous sommes dirigés, nous sommes dans une maison, dans le pays, le chef de famille est là. Quand ça ne va pas, il est le premier responsable, mais après, il y a les responsabilités de certains membres de la communauté. Mais le premier responsable, c'est le gouvernement. Et il y a des projets en matière d'urbanisation, c'est des projets énormes. Et il faut mobiliser beaucoup d'argent et c'est le gouvernement qui peut le faire. Dans notre pays, par exemple, je crois quand même que malgré tout, ces dernières années, il y a une politique énorme qui a été menée dans la canalisation des eaux, avec les bassins de rétention, les lacs qui ont été construits. Et même si ça n'a pas aidé à régler totalement les conséquences des inondations,
Il y a plusieurs quartiers qui vivent mieux les saisons des pluies et les inondations, mais il reste encore énormément de choses à faire. Et c'est un peu ce à quoi on appelle tous les gouvernants. Mais après aussi, il y a cette assistance-là directe qu'il faut apporter aux victimes des inondations. Parce que, vous voyez, certains perdent leur maison. Dans le cas de Douala, par exemple, il y a des maisons qui se sont effondrées pratiquement. Donc, tout ça, c'est un problème. Il y a déjà un problème de quartier inondable. Il y a des espaces où on ne devrait même pas construire. Mais, vous savez, la gestion du foncier dans nos pays est assez difficile. C'est souvent une affaire entre privés. Et les gens, quand ils achètent, ils n'ont même pas besoin d'un permis de construire. Ils n'ont même pas besoin d'un service d'un architecte. Dès qu'il y a un maçon à côté, il vient, il trace et puis on érige le bâtiment. Souvent, c'est en saison sèche. Et en saison pluvieuse, on constate un peu que finalement, on n'est pas au bon endroit. Même parfois, pour acheter le terrain, c'est en saison sèche. Les gens vont, donc ils ne peuvent pas observer qu'il y a de l'eau qui peut s'installer là. Et donc, il y a ces zones-là d'abord qui ne sont pas identifiées. Si elles le sont, elles ne sont pas portées à la connaissance des acquéreurs des terrains pour les aider dans le choix de ces terrains. Bon, ça, c'est une autre parenthèse. Maintenant, la gestion de ces catastrophes-là, il faut pouvoir aider ces populations-là. Il faut mettre les moyens. C'est pas le moment d'attendre une aide qui vient de l'étranger. Mais il faut qu'en interne, vu que c'est des situations récurrentes, que les pays s'organisent pour mettre un plan de riposte qui permet de loger les victimes des inondations, qui permet de les prendre en charge sur le plan santé, sur le plan nutritionnel, et puis voir comment les aider à se réinstaller, à se réorganiser. Ça aussi, c'est une autre paire de manches, donc on ne peut qu'encourager tous les dirigeants et les appeler à chercher en amont des solutions, parce que ce qui va arriver avec le temps, c'est que la nature va être de plus en plus imprévisible, avec des situations qu'on n'a pas assez vues Vous le permettez, on va continuer juste après la pause.